Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Eh ben, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à la Maison de l'Océan. Pour la suite de cette nouvelle édition donc de la Cité de la Réussite, je suis Thomas Rozek, c'est marqué là. J'ai la chance d'être celui qui va vous accompagner ce soir pour ce débat et ces échanges qui s'annoncent passionnants autour du rôle des artistes face aux enjeux climatiques qui s'annoncent. Alors avant de laisser la parole à Flore Vasseur et à Luc Jacquet quand il arrivera, bien sûr, mais d'abord à Flore Vasseur. Un mot rapide sur l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, la Maison de l'Océan, qui n'est pas un lieu comme les autres, c'est un des 2 établissements de l'Institut océanographique, la fondation créée par le prince de Monaco Albert Ier en 1906, une fondation dont le but est de réunir les acteurs scientifiques, politiques, économiques et le grand public pour faire connaître et protéger l'océan. Forcément une mission qui résonne avec les questions qui nous animent ce soir. Un mot également pour rappeler d'où nous vient, même si on vient tous de voir cette petite vidéo, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, la Cité de la Réussite qui existe depuis 1989. Cité de la Réussite qui a été initiée par 3 étudiants de la Sorbonne avec dans l'idée de permettre aux étudiants d'échanger avec des personnalités reconnues dans les domaines de l'économie, de l'industrie, des sciences, du droit, de la politique ou encore des arts et de la culture, comme ce sera le cas ce soir.
Ce que les artistes ont à nous dire sur le changement climatique, c'est le thème de cette discussion. La question des enjeux liés au climat, c'est la préoccupation principale des jeunes générations. Toutes les enquêtes le montrent. Et si la prise en main de ces dérèglements passe par le politique, l'action publique, l'économie, l'industrie, les transports, l'énergie et j'en passe, il ne faudrait pas pour autant croire que le monde des arts resterait étranger à ces périls qui nous guettent. Au contraire, les artistes n'ont de cesse depuis des années de participer à la prise de conscience générale et de nous donner à nous, le public, les armes, les arguments, qu'ils soient documentaires, concrets ou fictionnels, poétiques, pour aiguiser notre perception collective du défi majeur que présente pour l'humanité le dérèglement climatique. Mais sans plus attendre, j'accueille à côté de moi Flore Vasseur. Bonjour Flore. Vous êtes écrivaine et réalisatrice, vous avez notamment travaillé sur la question des lanceurs d'alerte et l'an dernier vous avez signé le documentaire Bigger Than Us qui suit un groupe d'adolescents et de jeunes adultes activistes de différents pays qui luttent pour les droits humains, la liberté d'expression, la justice sociale mais aussi bien évidemment le climat, un film qui a été nommé au dernier César. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, on va recevoir tout à l'heure Luc Jacquet qui va nous rejoindre. J'aurais voulu que pour commencer on aborde un point important, l'un et l'autre. Alors on en parlera avec Luc après, mais vous vous êtes lancé dans cette œuvre qui commence à se construire suite à un déclic, à une prise de conscience. Je parlais de prise de conscience en introduction. Est-ce que, d'après vous, l'art peut servir de déclencheur pour nous pousser à une action plus vive vis-à-vis de l'urgence climatique ? Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Bon, on attendra. Enfin, on n'attend pas Luc, mais voilà. On l'attend pas. On commence. Je fais le débat moi toute seule, donc c'est un petit peu compliqué, mais non, c'est pas vrai. Je crois que l'art est fait pour nous émouvoir et nous mouvoir. Sur la question, par exemple, du climat, qui est pas. Moi, je suis un tout petit peu. Si vous me l'autorisez, j'aimerais bien qu'on parle aussi plus largement d'autres grands défis contemporains, parce que qui sont liés les uns les autres. Exactement. Pour le coup, mon travail, moi, ne porte. Moi, je me suis justement détachée de cette idée que nous, documentaristes, il faudrait qu'on fasse 1, l'océan, 2, les forêts, 3, voilà. Je pense que tout est absolument lié. Les enjeux climatiques rejoignent ceux, pour moi, de la question de l'égalité ou de l'inégalité plus exactement et du système qui sous-tend tout ça. Donc c'est très important pour moi d'ouvrir. Je crois qu'on est à brevet de chiffres et de rationalité sur ce qui nous arrive, que ce soit encore une fois sur les injustices ou sur le climat ou sur voilà, sur exactement tout ce qui nous arrive. On est à brevet de chiffres et ces chiffres parlent à notre rationalité. Et pour des raisons qui, à mon avis, sont liées à notre programmation, à notre certain nombre d'habitudes et de raisonnements conceptuels, les chiffres ne nous touchent plus. Donc ce qui reste, c'est l'émotion, c'est le cœur. Et je crois que c'est le rôle des artistes d'aller chercher le cœur et après de remonter au cerveau. Il ne faut pas juste faire le cœur. Voilà, c'est comme une espèce de montagne russe ascendante. Et je pense que le point d'entrée, c'est le cœur. Si ce qui se passe ne nous émeut pas, alors je pense qu'on a débranché la prise de notre conscience, en fait. Et je crois que c'est le rôle des artistes, effectivement, d'aller chercher ça. Mais pas que des artistes, hein, d'ailleurs, mais de sortir de nous-mêmes, en fait. De se connecter à quelque chose de plus grand. Les artistes rappellent la beauté, rappellent l'urgence, rappellent l'humanité, rappellent l'universel. Et c'est un énorme privilège de pouvoir manier ça. Il y a une fonction supplémentaire à l'art et notamment à l'art cinématographique, c'est de servir de point de rencontre et on va dire d'expérience collective pour dépasser l'expérience individuelle qui est un peu ce qui nous freine dans la compréhension de ces enjeux-là. Vous l'avez expérimenté très fortement avec Bigger Than Us, qui de toute façon a une vie en dehors de sa vie classique en salle, puisqu'on en discutait avant de commencer cette rencontre. Vous avez l'occasion de le montrer à beaucoup de gens, à leur demande, et d'organiser des projections citoyennes. Est-ce qu'on peut en dire un mot, peut-être ? Oui, merci. Pour moi, depuis le démarrage de cette aventure, Bigger Than Us, on savait que ça serait plus qu'un film. Peut-être qu'on s'est toujours rassuré avec ça, parce que vous savez, les réalisateurs travaillent 3, 5 ans, 7 ans, 10 ans pour un film. Et puis le mercredi matin, à 10h, il y a le Cinéma des Halles qui appelle et qui dit « Vous avez fait 12 entrées, votre film est mort ». Ou parce qu'il a plu, parce qu'il y a eu quelque chose le matin, parce qu'il y a une grève de métro. Enfin voilà, donc peut-être que c'était pour nous rassurer, mais je pense aussi, surtout on était convaincus de rentrer dans une très grande aventure, et ça l'est. Et c'est pas que le tournage qu'il a été, et c'est pas que la sortie qu'il a été. Finalement, le gros de l'aventure a démarré depuis qu'on est sorti au cinéma.
Ça doit faire maintenant 10 mois. Et on en est à notre 4000e projection citoyenne. Donc c'est des gens qui nous appellent partout en France et qui décident d'organiser une projection pour avoir une conversation ensemble avec leur communauté. Alors c'est des personnes qui sont souvent c'est des enfants qui bougent leurs professeurs et leurs proviseurs. Parfois c'est les profs, parfois c'est les proviseurs. De plus en plus c'est les entreprises, bon, bien sûr les associations, les collectifs commencent à avoir un petit peu de mouvement au niveau du politique, mais peu importe en fait. L'idée c'est de partager ensemble, et tu l'as mentionné. Le film, ce qui est beau par rapport à un livre, c'est que c'est une émotion qu'on partage au même moment. On s'assoit dans une salle, on ne se connaît pas, on regarde quelque chose, on se fait transpercer par la même chose, ou pas. Et à la fin, on ressort différents, tous ensemble. Et donc le débat qui suit, c'est magique, parce que pour le coup, là, on a oublié qu'on était patron, qu'on était parent, qu'on était coincé, qu'on était je sais pas quoi. On s'est défait de beaucoup de choses parce qu'on a pleuré. On peut l'avoir un peu dans mon film, mais voilà, parce qu'on a été choqué, parce qu'on est en colère. En tout cas, l'émotion a pris le dessus. Et là, la parole se libère totalement. Et ça, on n'avait pas anticipé pour le coup. Ça, on n'avait vraiment, vraiment pas anticipé. Et ça fait 10 mois que je fais que ça. Et c'est magique. Et j'apprends beaucoup. Que ça soit auprès des enfants ou que ça soit auprès de patrons ou de collectivités locales, etc. J'apprends, en fait. Et tout à coup, on se rend compte que tout est lié, bien sûr, mais qu'on est tous liés. Et sur ce public qui vient et qui sollicite justement le visionnage collectif de ce film, j'ai dit tout à l'heure que les questions climatiques, on peut étendre d'ailleurs la constatation aux enjeux sociaux, sont des vecteurs de mobilisation de la jeunesse. C'est assez clair, en tout cas, de toutes les études qui remontent et de tout ce qu'on peut percevoir de l'actualité. Est-ce que du coup, ce public, il est plutôt jeune, il est plutôt mélangé? Quel regard vous portez dessus maintenant qu'il y a eu ces 4000 projections? Ça fait quand même un panel assez large. À 80%, c'est des jeunes. Et encore une fois, c'est auto-organisé. Pourquoi et là, je vais probablement un peu m'énerver. Pas de problème. Tant que c'est pas sur moi, ça va. Parce qu'en fait, on est en train de les abandonner collectivement. Je passe sur les élections rapides, diverses et variées, dans lesquelles ils avaient 0 place, dans lesquelles on ne parle jamais d'eux. Je parle sur des années de politique publique qui, en fait, fait l'impasse totale. Et je ne parle pas que du climat. Enfin, encore une fois, c'est bien plus grave, malheureusement, que le climat. Et j'ai l'impression que les seules personnes ou les seuls acteurs qui parlent à la jeunesse aujourd'hui, c'est un peu les familles, un peu les profs quand ils peuvent, et beaucoup les marques, et beaucoup les extrêmes. Il n'y a personne en fait. Vous n'imaginez pas le nombre d'enfants à partir de 11 ans et jusqu'aux étudiants qui me disent « Mais pourquoi on ne me parle jamais de ça comme ça ?» Et en fait, assez vite, ils me disent qu'en famille, ils n'arrivent pas à en parler. Donc même la cellule familiale, en fait, est devenue un endroit de silence. Et je pense que vous avez tous vu cette étude terrifiante de The Lancet qui est sortie en septembre dernier, qui avait interrogé la jeunesse de moins de 30 ans dans les pays du Nord. Et il disait que à 75%, ils étaient extrêmement pessimistes sur ce qui allait se passer. Et à 58%, ils n'y croyaient plus. 58%. Et pour moi, ça devrait être le sujet de politique publique. Enfin, ça devrait être la priorité. On va parler, là, pendant les prochains mois, de la retraite à 65 ans. Moi, ma question, c'est est-ce que mes enfants vont avoir 65 ans un jour? Mais ça, c'est quelque chose dont personne ne parle. Et donc, je suis très en colère. Parce que je pense qu'il y a effectivement bien pire que l'accumulation de catastrophes. Et il y en a. Il y a le silence des adultes. Et je pense vraiment c'est complètement subjectif, que les enfants s'éteignent. On a pu déplorer l'extinction des abeilles, etc. Je suis là pour vous dire que ça touche nos enfants. Vous connaissez la façon dont les maisons des adolescents et tous les cabinets de psy sont complètement débordés aujourd'hui. Il y a une raison. Et je ne pense pas que ça soit à cause de l'accumulation des catastrophes. Je pense que c'est lié au silence des parents et des adultes. On fait comme s'il n'y avait pas de problème, et je pense que ça, précisément, ça rend fou.
Alors, on va passer la parole à la jeunesse, justement. Alors, ce ne sont pas des enfants, je vous rassure. Ce ne sont pas des enfants. C'est notre panel de 3 étudiants. Tout à coup, j'étais un petit peu inquiète. Je veux bien, mais... de grands enfants, effectivement, qui vont échanger avec vous, Flore Vasseur. Donc, Léana de l'IFESAC Alternance, Nathanaël de l'ESIEE et Émeric de l'ICEFAC Alternance également. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Vous avez un micro pour vous 3, c'est pas mal. Vous allez pouvoir vous partager. Et ben, je vous laisse les rênes de cette conversation et avec les questions que vous avez préparées pour Flore. Et peut-être pour Luc Jacquet un jour. Oui, bien sûr. Si jamais il arrive. S'il arrivera. Alors moi, je vais commencer quand même avec une question un peu plus généraliste pour commencer. Est-ce que vous pensez qu'être artiste, c'est au fond être un activiste en fait? Il y a beaucoup de similitudes, notamment dans la solitude. Mais ça dépend. Je ne voudrais pas faire une réponse un peu trop rapide. Je pense que ça dépend ce qu'il défend. Et voilà, si son travail d'artiste vise à défendre la vie sous toutes ses formes, alors oui. Mais il y a plein d'artistes dont je trouve que ce n'est pas du tout le travail. Voilà, donc par souci pour mes amis activistes, je ne nous mettrai pas exactement. Voilà, j'ai beaucoup trop de respect pour le quotidien d'un activiste pour dire que c'est la même chose. D'accord. Et du coup, dans la dynamique de votre documentaire, donc Bigger Than Us, qui est absolument époustouflant, qui est très très beau, il est évident qu'en fait vous aviez au-delà de faire un film, un documentaire, il y a vraiment autre chose en fait derrière. C'est quoi pour vous le but de votre documentaire, de votre film? Qu'est-ce que vous avez comme évolution avec votre bijou en fait? Merci. Là, il y a au moins 2 questions. Je vais partir de l'ultra personnel pour aller bien loin. La première motivation, c'était de répondre à une question de mon propre enfant, qui à l'âge de 7 ans m'a dit « Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ?» Et j'avais écrit un nombre incalculable de livres. Livres. Avec un V. Normal. J'avais décortiqué le système dans tous les sens. J'ai fait beaucoup de macroéconomie. Donc j'avais fait des trucs assez brillants dont en fait il se fichait complètement. Et toutes les explications que j'avais par rapport à sa question étaient totalement caduques, pas opérantes. Ça lui glissait dessus. Et je me suis rendu compte, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait ce vide dont je parlais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas en fait. C'est-à-dire que même sur les documentaires environnementaux, c'est toujours les mêmes personnes qu'on interroge. Pardon, mais ça va être des hommes de plus de 50 ans blancs. Pardon, mais quand même, il faut le dire. Et ça lui glisse dessus. Et même mon travail avec Edward Snowden, qui est pour moi... Voilà, on parle d'activiste. On y va. Edward, c'est quelqu'un de trop vieux pour lui. Donc il n'avait personne auquel se raccrocher. Et surtout personne qui était... Enfin, Edward était pas mal dans la solution, mais vraiment tourné sur la solution. Donc mon premier objectif, c'est de répondre à mon fils. Je fais je prends la fusée, je vais loin. Au moment où on s'est retrouvés avec la monteuse devant les 300 heures de rush pour faire un film d'1h30, elle m'a dit, mais en fait, tu veux faire quoi? À qui tu veux parler? Et je lui ai dit, écoute, je veux que tu fasses un film pour les extraterrestres. Alors, elle me dit, ça va être un peu compliqué. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, je veux que tu fasses un film qui soit comme un témoignage sur l'incroyable beauté de l'humanité et qui s'est condamné à force de ne pas vouloir accepter sa fragilité. Et c'était ça l'objectif. Donc voilà, l'intention c'était ça. Après, effectivement, l'idée c'est de retourner tout le monde les uns après les autres sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça c'est sûr. Et c'est assez simple. En fait, c'est pareil. Hein, je l'avais pas vu venir, mais c'est avec les 10 mois de débat en fait, qui c'est comme un espèce de focus group géant que je suis en train de faire. Et maintenant, ce que je dis, notamment aux adultes, c'est arrêtez tout. Reconnectez-vous à votre rôle de parent. Et je le dis notamment aux grands patrons. La prochaine décision que vous avez à prendre, bien sûr, vous allez penser à votre chiffre d'affaires, à votre croissance, à votre EBITDA, avec tout ce que vous voulez. Mais ça, on n'en a rien à faire, en fait.
Enfin, c'est une programmation. Ça, c'est le rôle que vous croyez être... voilà, en fait, vous êtes dans le confort quand vous faites ça. La prochaine décision, arrêtez de réfléchir avec ça. Posez-vous la question de qu'est-ce que je ferai en tant que parent. Et c'est assez simple, en fait. Et en même temps, c'est très compliqué. Je pense que toutes les solutions à nos problèmes existent. Ce qui manque, et ça, c'est Edward Snowden qui me l'avait dit, c'est le système de valeurs qui fait qu'on va être d'accord, enfin, qu'on va être même joyeux d'y aller, quoi. Pour l'instant, on freine des cas de fer parce qu'on a peur. Parce qu'il n'y a pas le système de valeurs qui récompense, qui valide ce genre d'action. Et voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc je suis dans le métier du changement culturel. Est-ce que, je me permets d'entrer un peu pour point, est-ce que justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que le fait que de rendre les choses esthétiques via le cinéma, via l'image, c'est une manière aussi de rendre justement ce futur désirable, qui est un peu le problème de la lutte, notamment, je pense à la lutte contre le réchauffement climatique, qui a du mal à faire entendre un visage désirable. C'est un reproche qu'on lui fait souvent. Est-ce que c'est une manière de faire ça ou est-ce que ça ne rentre pas forcément en ligne de compte? Non, alors moi j'ai voulu faire un film beau parce que d'abord j'ai eu autour de moi des personnes qui m'ont encouragée à le faire. J'étais pas nécessairement partie pour ça. J'ai eu étonnamment beaucoup plus de moyens que je n'ai jamais eu. Peut-être, je sais pas si j'en aurais encore, mais voilà, c'était... Et en fait, l'absolue beauté, c'est la sincérité. C'est pas aucun des protagonistes du film n'est acteur. Mon papa m'a dit de bien vous le rappeler, parce qu'il me dit, c'est pas évident, ils sont tellement beaux. Mais voilà, ils sont pas acteurs, ils sont pas maquillés, il n'y a aucune scène qui est prévue, c'est du documentaire. Et c'est la magie du documentaire, c'est-à-dire que vous filmez ce que vous trouvez. Tout est lié à votre capacité à être présent pendant le tournage. Et c'est donc, moi j'adore, parce que c'est une question d'adrénaline et de vivacité. Et c'est très intuitif, et c'est pas pour tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et donc, la beauté, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Je sais qu'il y a un journaliste de France Culture qui a raillé le film en disant « mais de toute façon, je sais bien que vous les avez choisis sur casting, photo ». Et je dis, bah, c'est vrai que vous leur ressemblez pas beaucoup, quoi. Et ça, c'est pas sympa pour les gens de radio. Bah, non, mais c'était pas très sympa pour le film ni pour les protagonistes. C'était juste odieux, quoi. Non, mais enfin, tout est fait pour essayer de dévaloriser le propos, en fait. Et si vous vous souvenez, quand Greta Thunberg est sortie a explosé sur la scène internationale, souvenez-vous de la violence et de la charge qu'elle s'est prise et qui a attaqué la moindre de ses singularités. Donc dans mon cas, on a même dit mais non, mais ils sont trop beaux pour être vrais. Bah non, en fait, ils sont juste totalement alignés, totalement à leur place, totalement utiles, rayonnants probablement de bonté et d'intelligence et d'à propos de la situation. Donc c'était pas un désir de ma part. Moi j'étais partie pour filmer la noblesse de leur action, mais j'avais pas compris que ça serait beau. Vous voyez, et en fait et j'avais non plus pas compris, presque aussi important que beau, que ça serait joyeux. Parce que c'est ça, en fait, la grande surprise de ces tournages. Moi, j'étais partie aussi pour faire un film sur le sang, la sueur, les larmes, un peu comme Snowden, quand on se cache, tout. Bah, en fait, j'ai vu la joie. J'ai vu une joie que je vois rarement ici. La joie au combat, la joie d'être lié, la joie d'être dans la vie, la joie d'avoir un sens, une place, un rôle, une communauté qu'on aime et qui nous aime, sur laquelle on compte. Réfléchissez. Moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses dans notre quotidien qui nous permettent d'expérimenter ça. Et ça, je pense que c'est désirable. Donc, tu vois, c'est pas la beauté en tant que telle. Après, on s'est fait plaisir. Bon, bah voilà. C'est vrai que parfois, la catastrophe est graphique. Bonjour. Bonjour, Luc. Je suis désolé, le TGV était très en retard. C'est pas grave. Et j'arrive en vélo, donc excusez-moi. Le maquillage est un peu coulé. C'est pas grave. Il y a un micro juste devant vous aussi, si vous voulez. Et nous avons tout à fait commencé. Hop.
On continue? Oui. Allez, continuons. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Justement, je rebondis sur les propos odieux que vous avez rencontrés. Et au moment où vous êtes attaqué, on va dire, dénoncer la pollution et le dérèglement climatique, est-ce que vous avez ressenti une animosité, même des menaces, voire des messages vous demandant clairement stop, on arrête là, parce qu'on sait qu'il y a des sociétés qui font le business sur ça. Est-ce que vous avez ressenti cette animosité et ces menaces? Non, moi j'ai été étonnamment très protégée de tout ça. On ne nous attendait pas, donc c'est l'avantage de ne pas être connu et d'arriver. On avait toutes les autorisations, etc. Et puis c'est l'avantage d'être très très bien accompagné par des équipes locales qui parfois débordent d'énergie, notamment Jakarta, puisque c'est là où... je ne sais pas ce qu'elle leur a raconté pour qu'on puisse filmer sur la décharge comme ça. et je sais que, par exemple, toute la séquence près de la digue, ça, elle a dû un peu... en fait, elle a envahi le poste de police pendant 2 heures, parce qu'on n'avait pas l'autorisation, en faisant une scène sur je ne sais pas quoi, pour qu'on ait le temps de faire les plans. Voilà, mais c'est la magie des personnes sur place qui parce qu'elles veulent que vous arriviez, enfin que vous soyez juste, prennent le risque pour vous. Maintenant, c'est pas sans conséquence, et pas nécessairement sur cette thématique, mais je ne m'étendrai pas parce que je veux gêner personne. Mais je sais malheureusement que la participation au film a entravé, pour l'instant de façon relativement soft, mais néanmoins, je m'y attendais pas, la capacité de déplacement de l'un de nos protagonistes. Ouais. Et donc, c'est pas les entreprises, c'est les gouvernements. Bonsoir à tous. Pour prendre le contre-pied de la question précédente, j'ai une autre question. Avez-vous constaté des retombées positives, des prises de conscience grâce à vos œuvres artistiques et des œuvres artistiques liées au climat ou à des problèmes sociaux? Je vais parler de Bigger Than Us. Écoutez, donc on en est à 4000 projections citoyennes. On a un gros site qui s'appelle biggerthanus.film sur lequel il y a beaucoup de kits pédagogiques. Il y a 4000 kits qui ont été téléchargés, donc on n'arrête pas de recevoir des exposés, des poèmes, des lettres, des chansons, des dessins, voilà. Donc, alors après, on ne suit pas nécessairement ça, donc je peux vous citer de mémoire. Voilà, je sais qu'à Cancale, ils ont ramassé des déchets plastiques, qu'à telle école, ils ont fait des plantations d'arbres, que telle entreprise, je ne peux pas citer, a décidé d'arrêter de travailler avec Amazon. Alors commande, c'est facile, mais tout leur service de base de données, etc., et c'est comme ça qu'ils seringuent toutes les boîtes, ils en sont sortis. Je sais qu'une entreprise à laquelle on était venu faire une intervention a décidé, et qui est dans les fournitures scolaires, a décidé de faire un chargement pour l'école de Mohamed. Je sais que surtout eux reçoivent de l'amour. Beaucoup leur écrivent, parce qu'encore une fois sur le site on a fléché non seulement la capacité de se lier avec chacun des protagonistes, mais aussi éventuellement de les aider directement. Ça passe pas par nous, ça n'a pas à passer par nous. Et au niveau politique, on a appris hier que la Mayenne allait offrir le film à tous ses collégiens. Et pourquoi? Parce que la Mayenne se dit on veut être le premier département bas carbone. Et donc ils ont plein d'initiatives sur l'agriculture, etc. Et les routes et les bâtis et tout. Ils ont rejeté Amazon d'ailleurs. Mais c'était pas avec nous, enfin à cause de nous. Et surtout, ils se disent que s'ils veulent réussir ça, ils ont besoin, je reviens à votre question, de faire bouger les consciences. Ils ont besoin de préparer les populations pour leur faire comprendre que, je dirais pas c'est désirable, mais ça peut être super en fait. C'est plus que désirable, tu vois. Ouais. Enfin si, en fait c'est la même chose. Non, mais c'est parce que je vais éviter le mot, parce que je le trouve extrêmement galvaudé. Le mot fait un peu désir d'avenir. Ouais. Ségolène Royal 2007. C'est mon côté à l'ancienne. Mais ouais, on va dire kiffable. Mais voilà, donc c'est ce genre de choses, et ça se passe un peu tous les jours. Et j'espère qu'on est parti pour longtemps avec ça. Luc, peut-être sur cette question des retours et des freins éventuels qu'on peut rencontrer quand on fabrique, quand on conçoit des œuvres qui ont trait à ces questions qui sont assez sensibles, de votre expérience à vous. Vous m'entendez, oui. Il y a 2 freins. Le premier frein, c'est le frein du financement.
il est implicite, c'est-à-dire qu'il est pas, c'est pas des ficelles qui sont tirées par des gens qui veulent pas. C'est en général des films qui sont très difficiles à financer. Ça, c'est un premier point. Donc, bon, je sais que c'est un problème récurrent quand on fait du cinéma, quand on travaille avec ce médium-là, mais c'est en tout cas encore plus vrai ici. Alors les choses changent. Je pense que le film de Flore en est la preuve. Moi, je suis beaucoup plus dubitatif, pour pas dire désabusé, sur la capacité d'impact de ce genre de film. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans avec une ONG qui s'appelle White Touch. J'ai arrêté parce que j'ai considéré que ce modèle-là n'était pas assez impactant, c'est-à-dire que c'était satisfaisant d'un point de vue personnel que de se dire qu'on fait quelque chose, et effectivement, c'est important de faire quelque chose. Mais voilà, c'est des films qui ont eu un certain succès. La glace et le ciel a été au Festival de Cannes, on a fait la clôture du Festival de Cannes. Donc La glace et le ciel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la biographie de Claude Lorius, qui est le scientifique français qui a découvert le réchauffement climatique, le bouleversement climatique dans les glaces de l'Antarctique. Un précurseur qui, en 1985, publie des courbes dans Nature, qui sont les courbes que vous connaissez tous aujourd'hui. Mais quand Lorius sort ça en 85, personne ne l'écoute. Hein, c'est un blanc. Et c'est vrai que le monde a tourné. Hein, moi, ce film, je l'ai fait en 2015. Le monde a bougé, et tant mieux. Et je ne sais pas quel est notre niveau de contribution à ça, mais le film n'a pas marché. On a fait 40 000 entrées. Moi, j'avais fait un film sur Francis Allais, sur la déforestation. Je ne crois pas qu'on ait bougé quoi que ce soit sur la déforestation. Puisque ces films ne sont vus que dans l'entre-soi, l'entre-nous, si j'ose dire, quoi. Et moi, je suis beaucoup plus nuancé. Voilà. Mais je pense que c'est important que chacun fasse selon son cœur. C'est important que chacun cristallise les initiatives, les énergies comme il le sent. Mais je crois qu'aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, c'est de quitter le cercle des convaincus. On va toujours s'adresser au même public. Vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous avez déjà une sensibilisation, si j'ose dire. Le terme est effectivement beaucoup trop faible, mais donc, moi, l'immense question que je me pose, c'est comment on franchit le pas de ce cercle qui est, le mot est à la mode, ce plafond de verre, pour aller chercher les gens qui n'en ont rien à foutre, pour aller. Et je n'ai pas la solution, malheureusement. Du coup, alors moi je rebondis à ce que vous dites, Luc. Comment dire ? En fait, vous avez commencé avec donc il y a La Marche de l'Empereur en 2005, donc qui est un très beau film, un très beau documentaire, pardon. Mais du coup, vous paraissez un petit peu, je dirais pas, enfin, blasé n'est pas le terme, mais j'ai l'impression que vous avez un peu abandonné sur. Vous n'avez plus l'impression que les films, vos films par exemple, peuvent avoir un impact. Mais quand vous avez commencé par exemple avec La Marche de l'Empereur, quelles étaient vos motivations ? Est-ce que vous aviez vraiment cette ferveur de l'envie de faire changer les choses ? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous lancer dans ce type de documentaire ? Non, mais malheureusement, vous l'avez souligné, La Marche de l'Empereur, c'est 2006. On est 16 ans plus tard. Le monde a tourné, c'est-à-dire que aujourd'hui, mes enfants défilent dans la rue, nos enfants défilent dans la rue, à Berlin, pour le climat. Donc, heureusement, les choses ont changé. Mais quand j'ai sorti La Marche de l'Empereur, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça paraît surréaliste aujourd'hui, mais on n'a pas fait de promo avec les réseaux sociaux sur La Marche de l'Empereur. On avait fait un site internet sur lequel on avait un forum, et c'était très valorisant de recevoir des messages tels que tu les décris. Mais moi, j'ai toujours voulu croire que la connaissance, la science, un discours positif était le seul moyen de faire bouger les choses, puisque c'était pas dans une espèce d'antagonisme comme ça, dans une espèce d'opposition. Et aujourd'hui, cet antagonisme est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, cette opposition de tous contre tous, je trouve, est effroyable. Comment on arrive à avoir un discours construit, se faire écouter. J'étais hier soir avec une équipe de gens qui luttent contre des éoliennes. Alors vous allez me dire, lutter contre les éoliennes, c'est pas bien. Sauf que c'est des gens qui sont extrêmement attachés à leur paysage, qui vivent dans un paysage qui est absolument magnifique, qui a une valeur intrinsèque, culturelle, émotionnelle. Mais c'est l'affrontement, c'est la guerre civile. Leurs tracts sont brûlés, ils sont menacés. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a plus d'écoute. Et le monde a vraiment changé pour ça. Et
Et moi, mes motivations, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que j'ai une empathie folle pour la nature. Je suis écologue, donc j'ai appris à décrypter cette nature. J'ai des enfants. Et je ne peux pas imaginer laisser un monde désastreux à mes enfants. Mais le médium cinéma aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore adapté pour ça. Parce qu'il y a les plateformes, parce que alors vous avez tous entendu parler de Don't Look Up, qui a aussi une portée, qui a essayé quelque chose. Voilà, il faut savoir que nos films luttent contre des films qui ont une puissance marketing qui sont absolument considérables. Flore a parlé de projection citoyenne. Ça relève, pardon pour le terme, mais de la philanthropie, ça relève de l'action, de l'engagement, voilà, vraiment. Mais alors qu'effectivement, quand je sors La Marche de l'Empereur, on fait presque 2 millions, Le Renard et l'Enfant, on fait 2,5 millions. Le marché était tout autre. Le marché était tout autre parce que Jacques Perrin était passé par là, paix à son âme, et il avait ouvert cette porte-là, et malheureusement aujourd'hui cette porte s'est refermée parce que nous, avoir accès aux écrans, c'est passer le portillon d'un truc qui doit rapporter de l'argent. Et concilier les deux est extrêmement compliqué. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller sur un modèle qui est de nouveau un modèle économique. Parce que le modèle philanthropique, pour moi, d'une part, il n'est pas respecté. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça vous transforme en mendiant. C'est-à-dire que tout le monde sur la place de Paris vous voit arriver, sait que vous allez lui demander du pognon. C'est une situation assez désagréable. Et troisième chose, je pense que on n'arrive pas à impacter assez fort, puisque pour impacter assez fort, il faut avoir des nombres d'écrans qui sont aujourd'hui plus possibles, selon moi. Après, il y a toujours des bonnes surprises. Après, il y a toujours le moment de grâce, le film de Flore qui sort et qui a un véritable succès. Il y en a d'autres comme ça. Mais c'est plus compliqué. Le monde a vraiment changé, quoi. D'accord, donc vous pensez, pour vous, le rôle les artistes n'ont plus vraiment d'impact et n'ont plus vraiment leur mot à dire en final sur toutes ces questions écologiques et climat. Si, bien sûr que si. Moi je compare. Pour moi, les artistes, je vais dire nous sommes les terminaisons nerveuses d'une société. Nous, on est les premiers à sentir certaines choses. Il y a des choses qu'on ne sent pas, parce qu'on n'est pas programmé pour, parce que notre instinct, notre intuition ne nous emmène pas là. Mais il y a des choses qu'on sent avant tout le monde. Parce qu'on fonctionne sur un langage, sur une vibration, sur des intuitions qui sont complètement différentes que le reste de la société, et nos motivations ne sont pas les mêmes. Donc il va toujours y avoir des artistes, et il va toujours y avoir des jeunes gens, il va toujours y avoir des gens qui vont être ces palpeurs, entre guillemets, qui sont très loin du centre de l'organisme qu'est notre société, et qui vont alerter. Les choses, évidemment, continuent et ne s'arrêteront pas demain matin, avec des moyens différents, évidemment. Je vais rebondir du coup sur les artistes et le message qu'ils souhaitent passer. Je pense que tout le monde a vu ou tout le monde a entendu donc l'arrivée de Omar Sy et Brad Pitt, si je dis pas de bêtises, donc en jet privé et en hélicoptère sur le tapis rouge. Donc aujourd'hui, comment on peut considérer ou même être impacté par des films et des artistes, ou quand on voit des artistes qui sont ultra médiatisés et des artistes de renom qui se déplacent en jet privé ou des hélicoptères pour des distances ridicules aujourd'hui qui sont accessibles en train ou même... Bon, je ne demande pas à Omar Sy de se déplacer en blablabus, hein, loin de là, hein, mais quand c'est possible de faire mieux pour la planète. Mais avant, ce type de déplacement faisait partie de leur statut. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils étaient adulés et qu'ils étaient révérés. Et on a créé un truc qui s'appelle le Star System, et on a donné à des gens, qui par ailleurs avaient beaucoup d'inconvénients, des privilèges absolument phénoménaux. Parce qu'ils avaient ce titre presque surhumain, de luxe, de capacité de se déplacer, etc. Et on est toujours là-dedans. Et même si aujourd'hui, ça paraît complètement indécent, je pense que notre société se mord un peu la queue, pour moi aussi, parce que finalement, qu'est-ce qui va nous faire rêver aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas être, finalement, avoir un espèce de coup près, un espèce d'effet dépressif? Ah, je fais ça. Ah merde, là, il ne faut pas que j'y aille. Là, je fais ça. Ah, il ne faut pas toucher. Là, je fais ça. Et même si c'est justifié, même si le fond de cette pensée est juste,
Je pense qu'on doit pouvoir concilier la mutation de notre société, sa sobriété, etc., avec un certain plaisir de vivre, avec une certaine capacité à se déplacer. Et je vous assure que ce paradoxe, moi, je le vis chaque fois que je prends un avion pour aller tourner un film, ou que je vais me déplacer, je vais au sommet de l'océan à Lisbonne dans 2 jours, je vais faire un aller-retour à Lisbonne. C'est absurde, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas d'autres moyens pour me déplacer, ou alors ça me prendrait 4 jours et j'ai pas. Et je vous confesse être dans ce paradoxe permanent. Alors par ailleurs, je vis dans une baraque où je suis autonome en tout, voilà, donc je fais ce que je peux, mais il y a un moment où ça foire complètement. Et ça foire au moment où je prends une carte d'embarquement en général. Flore, sur cette question. C'est Omar Sy et la Patrouille de France et tout ça. On est quand même les premiers à le regarder. Donc le jour où notre regard là-dessus fait qu'on se rend compte qu'en fait c'est nul. On se rend compte que... C'est pour ça que je reviens à cette histoire de changement culturel. Ce qui compte, c'est le regard qu'on porte là-dessus. Le jour où on arrête avec ce star system, il existe parce qu'il y a des gens qui le suivent. Mais le jour où on trouve ça ringard, je pense que les comportements, changeront. Ou en tout cas, si tu dis qu'ils sont prisonniers de ça, je pense qu'ils sont prisonniers de leur confort et de cette habitude-là. Mais, pour être... Bon, moi, j'ai pas vu beaucoup de gens heureux, quoi. Enfin, voilà, c'est... Pas dans un train. Parce que ces gens-là provoquent une émeute, donc ils sont obligés de vivre dans des corridors. C'est vrai. Il faut prendre ça en compte. Ces gens-là sont dans une humanité qui n'est pas une humanité commune. Ils sortent dehors, ils se font agresser. Ouais. Et c'est pas très drôle. Et sincèrement, je les envie pas. Endosser ce truc-là pour l'avoir tutoyé, mais à une frange évidemment incomparable, je vous assure que c'est pas drôle du tout. Et moi, je voudrais pas de leur vie. Et s'ils sont payés aussi cher, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas tout à fait de hasard. Allons-y. Continuons. Non, mais moi, je rebondissais sur le lancée. fait, le paradoxe d'effectivement de faire des documentaires ou des films sur le climat, mais effectivement, on est obligé de prendre des avions, obligé de prendre des moyens de transport qui ne sont pas forcément éco-responsables. Du coup, la question est, est-ce qu'on peut faire des films ou des documentaires sur le climat en étant responsable? Est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent exister? Est-ce que faire dans la localité, faire dans... On peut aussi ne pas faire de film. On peut décider qu'on arrête tout et on va faire autre chose. Mais il y a une question à se poser, en tout cas sur pourquoi on le fait. La première des décisions, pour moi, c'est d'être extrêmement conscient de ce qu'on est en train de faire. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de... Voilà. Nous, dans notre cas, on a essayé de faire au mieux. Mais c'est vrai qu'on a voyagé. Donc, bien sûr, mais voilà... On a planté tout ce qu'il fallait pour compenser, mais c'est pas seulement le climat, je voudrais le rappeler. On a fait une équipe hyper paritaire, voire il y avait beaucoup de femmes. On a payé très bien tout le monde. On a voyagé en respectant les structures locales. On n'est jamais allé dans les grands hôtels européens. On a fait vraiment travailler. On a ramassé tout ce qu'on jetait. Enfin, du coup, on ne jetait rien. Avec une Melati à bord, forcément, il n'y avait jamais le moindre plastique partout. Voilà. Et on est adhérent d'un collectif qui s'appelle 1% pour la planète, qui reverse. Voilà. Mais après, encore une fois, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous pouvez avec les techniques existantes, mais vous pouvez toujours continuer à dire que c'est hypocrite. Je suis d'accord avec ça. Et c'est le paradoxe dont tu parlais tout à l'heure. Et sinon, il y a la décision de ne pas faire de film ou de dire je vais faire un film en briefant les gens par Zoom avec des téléphones qui... Voilà. Je pense que je pense que je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est vraiment renoncer à ce qui va faire que 3 ans plus tard, je vais continuer à aller en projo, je vais continuer à aller... Voilà, si moi-même, je me fais pas percuter par ce que je vis, alors c'est peut-être encore une fois égoïste. Mais ça met une grosse pression sur, et j'espère que vous allez me poser la question, pourquoi on fait des films ? C'est ça, la vraie question, c'est... Et ça, moi, je suis folle de rage, parce que pour 2 exemples comme nous deux,
Il y a combien de fictions complètement débiles dont personne, enfin voilà, avec une dépense de fric, de moyens, une maltraitance, enfin, l'industrie du cinéma est probablement l'une des plus polluantes au monde, mais aussi misogyne, mais aussi tout ce que vous voulez. Donc la question, c'est comment on change, comment on est dans ce milieu-là en essayant d'être à peu près droit, quoi. Et la vraie question de démarrage, c'est pourquoi je vais utiliser tous ces moyens et tout ce truc, pourquoi faire ? Et quelle responsabilité j'ai après avec ça? Alors pourquoi, Flore? Pourquoi bah, pourquoi. En tout cas, bon, j'entends, Luc a vraiment 20 ans d'avance sur moi, en tout cas 15 ans d'expérience de plus. Donc voilà, moi je suis encore dans mon rêve éveillé de j'ai fait un film, mon Dieu. Il va à Cannes, mon Dieu, il sort au cinéma, mon Dieu, il y a Luc Jacquet qui m'appelle, mon Dieu. Enfin, tu vois, pour moi, donc voilà, bon, mais ça, hein. Et sur cette, en fait, intuition de départ que ça serait plus qu'un film. Je suis très en colère contre l'idée. Enfin, depuis 10 mois, la seule question que je me pose, les journalistes à la fin, c'est « Et c'est quoi votre prochain projet ?» Mais je crois que je vais mordre. T'es d'accord? Ça me rend dingue. Mais alors, je peux pas faire un film où je vous mets 2 minutes 30 de décharge pour vous dire on consomme trop, et moi vous dire ah bah ouais, non mais maintenant je m'en lave les mains, je vais faire un autre film. Je suis sortie, enfin le film est sorti au mois de septembre. Il y avait plusieurs centaines de films à sortir la même semaine. C'est bon, il y a trop de films. Le problème n'est pas là. Les contenus, ils existent. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour vous asseyer devant le film et vous laissiez percuter par ça. Et c'est pas une question alors il y a une question de puissance commerciale, il y a tout ça, mais il y a aussi une question de chemin. Il y a une question de comment se mettre en travers de votre route pour avoir votre attention. C'est tellement grave que c'en est là. Parce qu'encore une fois, on est face à un océan, un déluge de messages. Donc quand bien même nos films seraient bons, beaux, j'en sais rien, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'industrie qui a changé. On fait face à une compétition de messages et de distractions possibles, plus un déficit d'attention énorme qui fait que c'est vraiment devenu compliqué de faire passer des messages. Donc je pense qu'il faut, en tout cas moi c'est vraiment mon truc, je vais pas me ruer sur faire un prochain film. Alors on m'a proposé La Forêt, le truc, le machin. Bah oui, mais non, en fait non, ça m'intéresse pas. Moi j'essaye de travailler l'impact pour les personnes qui me font l'honneur de regarder le film, et donc comment on travaille un parcours d'engagement. Ma priorité absolue, c'est comment on donne envie de vivre à la jeunesse. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, un sujet de société et je ne vais pas lâcher. Par contre, ce qu'on veut faire là, c'est travailler l'impact pour les protagonistes du film. Je trouve que c'est odieux d'aller à l'autre bout du monde, de choper l'histoire de quelqu'un, de la raconter et de s'en laver les mains. Je ne peux pas faire ça. Avec les 7 protagonistes du film, on est pieds et mains liés, on s'aime d'amour. Ils comptent sur moi, je compte sur eux. Donc je vais faire tout ce que je peux pour maintenant travailler l'impact pour eux. Et je pense que c'est peut-être ça maintenant notre rôle. C'est arrêter de voir des films pour aller à Cannes et monter le Café Rouge et avoir des prix et tout ça. Non. La question c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Au-delà de Bigger Than, mais au-delà de moi. Et là, j'ai eu de la chance avec ces protagonistes-là, mais finalement, c'était la même chose avec Snowden, c'était finalement à chaque fois la même chose avec mon travail. Là, l'idée, c'est de retourner dans chacun des pays, de faire des tournées, comme on fait en France, auprès des pays. Donc là, le Liban, il y a déjà une trentaine de projections qui s'organisent, se rapprocher progressivement des communautés qu'on a filmées, leur montrer le film. Moi, j'ai le sentiment que je dois rendre, give back, ça. Et puis filmer une sorte de mise à jour, parce que nous on a filmé en 2019. Entre-temps il s'est passé quelque chose d'énorme, le Covid. Eux ils ont survécu. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est l'avantage de filmer des personnes qui démarrent en fait, enfin démarrent, c'est des vétérans, mais voilà, elles ont survécu avec encore plus de choses à nous dire sur comment c'est possible. Et on transformerait on va transformer le film d'1h36 en épisodes de 45 minutes chacun, 7, voilà. Et notre rêve, on en parlera après, mais nous, c'est de nous affranchir complètement de l'aspect, je crois que tu as pris cette route, et donc j'ai intérêt à t'écouter, mais on veut s'affranchir complètement du commercial. Là, je suis en train de pleurer pour que les enfants dans les écoles me donnent 2 € pour voir le film. C'est ridicule. C'est ridicule.
Ce que je gagne, ce que le distributeur gagne, c'est ridicule. Il faut libérer le film, enfin, on n'a plus le temps là de faire de l'argent sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que peut-être ça relève de la philanthropie, je m'en fous. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent ça. Et ben, ça fera pas Top Gun, hein, mais ça n'a jamais été mon kiff de le faire. Pourquoi on continue, Luc? Parce que, mine de rien, vous continuez avec Icebreaker, vous continuez. Il y a beaucoup de choses à dire en réaction avec ce que vient de dire Flore. Moi, déjà, quand j'exprime des doutes ici, c'est par honnêteté intellectuelle, clairement. Parce que j'ai été beaucoup plus sûr de moi à des moments donnés, et aujourd'hui, je pense que ce doute, je ne peux pas décemment arriver là et claironner des certitudes qui ne sont pas, qui pour moi qui seraient indécentes d'énoncer. Moi, j'ai un rapport au cinéma qui est un peu différent de celui de Flore, que je comprends comme un outil de partage de ses idées. Moi, partager la beauté du monde, c'est une pulsion. Comme n'importe quel artiste. J'ai besoin de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de faire ça. C'est un truc qui m'habite. Quand j'ai un film dans la tête, dans le bide, il faut qu'il sorte. C'est aussi bête que ça. Et si j'étais peintre, ça serait facile. Si j'étais écrivain, ça serait facile. Ça coûterait rien. Malheureusement, je suis cinéaste et je passe ma vie à chercher du pognon. Voilà. Donc, moi, j'ai pas d'argument rationnel à exposer pourquoi je fais des films. Après, il se trouve que pour moi, ce rapport à la nature, il m'obsède. Mais dans je suis un scientifique de formation, hein, je suis écologue. Donc, dans cette quête, chercher à comprendre, chercher à partager, concilier. Je suis en train de lire la biographie de Humboldt, là, qui est un type décidément très étonnant, qui a beaucoup parlé avec Goethe. Et c'est marrant de voir ces scientifiques du début du 19e qui conciliaient sans aucun problème la science et l'art. Pour eux, ça posait absolument pas le même. Et ils étaient philosophes de surcroît, etc., etc. Nous, on est dans des cases qui sont tellement différentes. Moi, ces deux besoins, ils sont là en permanence. C'est-à-dire, par la connaissance, par la compréhension, par l'émerveillement que procure le fait de comprendre quelque chose, associé à la vibration de la beauté du monde, moi, c'est là qu'est mon cinéma. Voilà. Et j'explore comme ça différents axes. Et parce que j'ai besoin de ça, tout simplement. Et j'ai du mal à me justifier par ailleurs. Après, tu as évoqué la notion de philanthropie. Le problème de notre métier, c'est qu'il est gourmand. Un peintre, si on lui donne que 3 couleurs, il va être embarrassé, sauf s'il s'appelle Klein ou d'autres, mais en tout cas. Et malheureusement, on pratique un art dont finalement dont les moyens dont on va avoir à sa disposition va aussi restreindre ou pas la jouissance qu'on va avoir de cet art. Et même s'il y a quelque chose de très jubilatoire à surmonter le manque de moyens, il y a de très très grands films qui se sont faits dans une adversité absolue. Voyez Apocalypse Now, voyez des choses comme ça qui sont des histoires complètement délirantes, de banqueroute totale, de bidouille. Et évidemment, le confort n'est jamais quelque chose de totalement satisfaisant pour un cinéaste, puisqu'il faut être stimulé d'une certaine manière. Je m'entends parler, je me dis, mais t'es con. Mais il y a quand même au fond de ça. Et je crois qu'il faut savoir faire des films à très petit budget. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce qu'encore une fois, il faut faire vivre la pulsion. Mais il faut aussi pouvoir, par moment, aller sur des choses qui sont plus ambitieuses. Parce que c'est tout simplement une question de progrès. Un artiste, c'est quelqu'un qui tend vers une perfection. C'est qui tend vers quelque chose qu'il cherche et qu'il ne trouve jamais. Malheureusement, certains trouvent, j'espère. Mais pour moi, la philanthropie n'est pas un gros mot. Pour moi, ça a juste été une forme d'impasse. C'est-à-dire que, pour moi, la notion de philanthropie, là encore, pour être tout à fait honnête avec vous, m'a toujours mis dans une situation de mort clinique. C'est-à-dire que j'ai assez pour survivre le lendemain, mais je ne sais pas si je peux embaucher quelqu'un pour le surlendemain, parce que je ne suis pas sûr de le payer. Et c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, de maintenir les gens comme ça. Donc c'est un système qui est complexe. Voilà. Donc je vous ai fait une réponse longue et de normand, mais je compte sur vous pour faire le tri.
Une question un peu plus personnelle. Avez-vous des personnes ou des événements qui ont marqué cette envie d'engagement pour ce genre de cause? Luc? C'est difficile à... moi, je suis de la génération qui a rêvé devant la télévision avec Cousteau, avec des mecs qui s'appelaient Tazieff, avec des mecs qui s'appelaient Paul-Émile Victor. Encore une fois, c'était un monde plus simple. Il y avait moins de guichets. Quand un mec vendait des disques, il en vendait des millions. Enfin, ces gens-là étaient extrêmement inspirants parce qu'ils étaient aussi... moi, je suis né en 1967, donc au siècle dernier. L'Everest avait été vaincu dans les années 50. Le monde était à peine en fin de conquête. Donc il y avait ce sentiment encore, cette énergie profondément humaine de l'inconnu. On va encore aller chercher de l'inconnu. On va aller chercher des espèces, des peuples, des cultures, des choses comme ça, etc. Aujourd'hui, je pense que vous, malheureusement, vous ne vivez pas avec ça, vous vivez avec plein d'autres choses, mais ce sentiment-là s'est évaporé. Tout simplement parce qu'on a bien compris à un moment donné qu'on avait fait le tour de la question. Alors il y aura toujours de la science, il y aura toujours à aller plus loin, et ça c'est génial, et je ne suis pas en train de dire que le monde va devenir ennuyeux, mais cette conquête primaire, entre guillemets, qui était de dire je vais sur une île, je mets un drapeau, je la décris, je mets un thermomètre, je mesure la température, mois de janvier, février, etc., ça c'est fini. Ça c'est fini. Et moi j'étais là-dedans, c'est-à-dire que j'ai dû vivre avec le regret de ça. Pourtant je suis allé en Antarctique, je suis allé dans des endroits où personne n'avait mis le pied, j'ai eu la chance, maigre chance au fond, que de mettre le pied sur des terres vierges. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on s'aperçoit qu'on est finalement sur une planète et qu'on ne va pas pouvoir aller se planquer? C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous comprenez que les problèmes auxquels on a à faire face, vous ne pouvez plus vous planquer. Vous ne pouvez plus dire, allez, je vais aller faire le misanthrope, je vais aller me planquer en Himalaya, etc. Donc, tant bien même cette idée aurait pu me traverser l'esprit, et très honnêtement, elle m'a traversé l'esprit, il y a un moment où vous dites, bah non, il va falloir aller au carton, quoi, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et du coup, moi, je vais compléter, parce que finalement, je me rends compte qu'on a deux prismes complémentaires, c'est-à-dire, toi, c'est ton rapport à la nature qui t'habite et que tu veux décrire et préserver, et moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est pas contradictoire, c'est vraiment complémentaire, et dans sa capacité alors pas à se dépasser dans le sens performance, etc. C'est vraiment cette espèce de connexion verticale à quelque chose de plus grand que soi. Et ça m'est venu de mon travail précédent avec des lanceurs d'alerte et des activistes, où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur rapport à la vie et au monde qui fait que ils vont sortir de leur confort, ils vont sortir de leur... ils vont prendre voilà, tout le monde à dos pour une profonde idée de la justice. Et moi, c'est ça qui m'inspire le plus, en fait. C'est vraiment cette pulsion de vie, en fait. Cette pulsion dans l'autre, dans la vie. Pulsion dans l'autre, je ne sais pas si c'est bien, mais enfin, pulsion dans la vie, en tout cas. Pardon. Personne n'avait relevé. Non, mais moi aussi, je m'écoute et je me dis, non, mais ouais, vous êtes sympa. Sans problème. Voilà, vous m'avez comprise. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, une petite... Après, on passera la parole au public. Oui, c'est ça. Donc, une petite dernière. Pourquoi avoir choisi... Pourquoi avoir choisi le format documentaire et non la fiction pour véhiculer vos messages? Parce qu'on connaît l'importance du storytelling dans tout ce qui est communication. Donc, pourquoi ces choix qui peuvent être risqués? Mais moi, j'ai pas l'impression de faire du documentaire. Alors, il n'y a que moi. Mais moi, pour moi, j'ai vraiment un pied dans la fiction et un pied dans le documentaire. C'est-à-dire que j'essaye de concilier ces deux forces qui sont compliquées à concilier, c'est-à-dire l'énergie, l'opportunisme du documentaire et le sens de la perfection, le goût du détail que va vous amener la fiction. Et j'essaye toujours de jongler, c'est-à-dire que moi, quand je pars en tournage, c'est extrêmement écrit, c'est même dessiné. Il était une forêt, tout était dessiné, tout était storyboardé. Sauf qu'en permanence, moi je me laisse le choix, l'opportunité de dire ce que là la nature me donne est mieux que ce que j'avais imaginé.
et comme la nature est bien plus maligne que moi, c'est très souvent que je fais un écart. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de concilier ça. Mais c'est sûr que pour moi, la dimension narrative, elle est absolument essentielle. Parce que, et pourquoi je ne fais pas du documentaire, enfin, à mon sens, c'est que j'assume totalement mon point de vue. Je ne prétends pas avoir un regard neutre sur le monde. Et un cinéaste, pour moi, la définition même d'un cinéaste, c'est quelqu'un qui regarde à travers tout son équipement sensoriel, ses émotions, son intellect, et qui signe quelque chose qui est vraiment son regard. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce qui fait l'immense différence, par exemple, avec un travail de journaliste, qui fait... Pour moi, il n'y a pas de neutralité dans ce que je fais, et je l'assume. Alors moi, je fais du documentaire, clairement, mais alors je ne suis pas neutre du tout. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule chose, c'est que je trouve que les personnes qui sont dans le documentaire, ou dans mes documentaires en tout cas, m'intéressent 1000 fois plus qu'un acteur qui va essayer d'atteindre cette incarnation-là. En fait, ils existent, ces personnes. Ils et elles existent. Et j'ai une joie immense à surtout à les révéler ça, en fait, à les trouver, à avoir cet émerveillement. Et c'est pas toujours de l'émerveillement d'ailleurs, parce que ça peut être mais pourquoi, machin. C'est certainement que des acteurs. Enfin, je sais pas si c'est plus simple. Bon, mais en tout cas, moi, c'est cette relation en fait qui se noue avec quelqu'un qui va me faire l'énorme offrande de son histoire. Et du coup, comme une responsabilité en fait après. Et je parlais tout à l'heure de volonté de montrer cette noblesse. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'acteurs, que ces personnes-là existent et que surtout dans le travail qui est celui que j'essaye de mener, qui essaye de faire en sorte que, je vous rappelle d'où je suis partie, la question de mon fils. Mon fils, si j'avais créé des super-héros comme Marvel, etc., c'est déjà fait. La question, c'est qu'il veut pouvoir atteindre ça. Il veut pouvoir avoir des personnes qui sont, je dirais pas comme lui, mais voilà, cette aspiration. Alors peut-être que c'est une erreur de pas miser plus et de dire bah en fait on va retourner Marvel, mais en tout cas techniquement j'ai une joie absolue et même cette espèce d'adrénaline de me dire mais comment ça va se passer et parce qu'en fait un documentaire c'est certainement la relation au biotope que tu découvres, mais moi c'est pareil en fait, et le biotope il y a toute la nature, il y a tout l'environnement, il y a tout le décor, il y a tout ça. Moi, je ne fais jamais de repérage parce que je n'ai jamais eu les moyens de le faire. Mais j'ai négocié une journée à la fin. Ils vont dire non, mais quand même, ça serait bien que je puisse faire un petit tour. Mais c'est OK, en fait. Et ce stress, en fait, à ce stade de ma vie, le prenez pas mal, m'excite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr. Bonjour, merci à tous les deux pour ces échanges et vos feedbacks. J'avais deux questions assez courtes. Peut-être une pour Luc, quand tu parlais de logique économique plutôt que logique philanthropique. Comment ça va impacter peut-être votre façon de faire un documentaire, votre peut-être ligne éditoriale par rapport à ceux qui peuvent vous financer, les diffuseurs et comment ça évolue. Et puis peut-être une autre question un peu plus sur comment... Peut-être que toi, Luc, si tu as une formation plutôt scientifique d'écologue au début et Flore plutôt en école de commerce, pourquoi vous avez fait ce changement, ce virage et comment vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait des formations particulières? Vous vous formez un peu sur le terrain? Voilà. La question économique, elle est plus vaste. C'est-à-dire que nous, le juge de paix, c'est la salle de cinéma. Comment je vais avoir accès à un écran à un moment donné, puisque mon film, j'imagine que vous connaissez le système de financement des films. En tout cas, il y a un producteur qui achète les droits d'une histoire, d'accord, qui va aller chercher de l'argent, donc qui va céder des droits de diffusion, etc., et qui va céder un film à un distributeur qui lui-même va donner des copies de ce film à des exploitants qui vont gagner de l'argent dessus.
Donc c'est des détaillants, c'est des épiciers, c'est les gens qui ont les cinémas, même si aujourd'hui c'est de plus en plus des très grands groupes. Et cet argent, il va remonter et chacun va se servir à la hauteur de ce qu'il a investi, plus son bénéfice. Donc c'est ça le système. Donc on est aussi dans un monde qui se financiarise aussi de plus en plus, c'est-à-dire qu'on avait des distributeurs à l'ancienne, qui étaient capables sur un coup de tête de prendre un film. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Et quand vous présentez un film, d'abord à un producteur, il se pose la question de est-ce qu'il est capable de le financer ou pas. Et après, vous allez voir un distributeur qui, avant de vous donner une réponse, va faire passer votre film dans un tamis d'au moins 6 comités. Le comité marketing, le comité financier, le comité d'éthique, le comité de je sais pas quoi, etc. Donc autant dire que quand votre film y redescend, il ne reste plus grand-chose. Donc, pour nous, la confrontation entre la pulsion artistique, l'envie et la réalité du type qui, à un moment donné, va accepter peut-être d'amener votre film jusqu'à l'écran, c'est un combat qui est considérable. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut avoir. Et je ne vous parle même pas de la télévision. Parce que la télévision, aujourd'hui, il y a quelques exceptions, mais on est sur des choses qui sont extrêmement formatées, avec des demandes qui sont extrêmement claires. La télévision, c'est des tiroirs, il faut que vous ameniez des trous de tiroirs, il faut que vous ameniez un tiroir qui soit exactement au format, à l'attente, etc., etc. Donc c'est extrêmement standardisé. Et on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui on est en train d'appauvrir tout simplement nos champs intellectuels, nos champs culturels, nos capacités à raconter des histoires, simplement de ce fait-là. Et je ne vous parle même pas des plateformes, ou alors là, c'est terre brûlée. Donc c'est très compliqué. Et donc vous allez être en permanence en train de méandrer, à trouver des compromis, parce que là on est dans la négociation au pied à pied, entre ce que vous avez envie de faire, ce sur quoi vous ne lâcherez jamais, et votre capacité à séduire des gens qui vont vous amener les capacités de le faire. Et c'est très compliqué, et c'est de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai l'impression que parfois c'est un petit peu l'œuf ou la poule, enfin, savoir, parce que les diffuseurs pensent savoir ce que veut le public, sans forcément... c'est assez... ou même les plateformes, je cite souvent cette anecdote où je ne sais plus quel distributeur avait demandé une grande étude comme ça pour, à des gens qui font des très belles statistiques en disant quel est le point commun entre tous les films qui ont marché. Donc ils ont rentré ça dans une énorme bécane, vous imaginez, etc. Et le petit canard qui est sorti, c'est le seul point commun, c'est qu'ils ont marché. Donc il n'y a pas de plus petit dénominateur commun, parce que ça serait simple. Il n'y a que les Américains qui ont trouvé des trucs, parce qu'ils ont industrialisé le processus, donc ils ont le star system, ils ont leur vendeur en chef que sont les vedettes, et ils ont tout un système de storytelling qui est extrêmement formaté. Vous allez voir aujourd'hui un Marvel, vous allez en voir 2, vous allez en voir 4, vous allez en voir 12, c'est tous les mêmes, à peu ou prou, et vous allez juste avoir vos marges, parce que eux, ils ont trouvé un système qui fonctionne, qui est diffusable dans le monde entier, tout le monde va gober ça, c'est du McDonald's de l'esprit. Ça marche très très bien, c'est fait pour, c'est efficace, il n'y a rien à dire là-dessus, respect. Sauf que nous, ça ne marche pas comme ça. Et on a la chance, nous, d'avoir un cinéma indépendant, parce que vous passez la frontière, ils n'ont pas le CNC, que ça soit en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, et Dieu sait que c'est des pays qui avaient des cinémas extrêmement forts, extrêmement prolixes, extrêmement fertiles, inspirants. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, quand on ne peut plus raconter les histoires avec ses propres mots, c'est notre culture qui disparaît. Je suis désolé d'être aussi plombant, mais c'est de ça dont on parle. Parce qu'on a tous, le propre d'une culture, c'est justement sa singularité. Et si cette singularité, elle renonce devant des arguments qui sont des arguments simplement de faire tourner le système et de gagner du pognon, il y a un moment, ça s'appauvrit. Et aujourd'hui, ça s'appauvrit. Et je pense qu'on pourrait extrapoler, c'est-à-dire que maintenant, on a des publics qui sont de moins en moins capables d'aller chercher des choses compliquées, tout simplement parce qu'on n'a plus l'habitude. Parce qu'avant, on était capable de rentrer dans une salle de cinéma et d'aller voir un Godard, et même si on sortait en n'y comprenant rien, il s'était passé un truc. Mais cette exigence-là, aujourd'hui, comme le cinéma est devenu de l'entertainment pur et dur, pour une grande partie en tout cas,
et ben on a en face de nous des gens qui ont moins envie de faire d'efforts, moins envie de prendre de risques, parce qu'une place de ciné, ça coûte 15 balles aujourd'hui. C'est juste dément, qui était quand même un art populaire par excellence. Je vous renvoie à ce film magnifique qui s'appelle Cinéma Paradiso, mais il y en a plein comme ça. Et il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et pourquoi j'ai fait ce métier-là? C'est complètement par hasard, parce que je suis parti en Antarctique comme scientifique et je suis resté 14 mois planté là-bas. Et il y a un mec qui m'a dit, ça t'amuse de faire des images? Je vais très vite. Et j'ai dit, pourquoi pas? J'avais jamais fait d'image de ma vie. Et voilà, j'étais piqué, c'était fini pour moi. Je vous l'ai fait super court. Et Flore, sur ce point de bascule Oui, puis ça explique certainement la différence de rapport aussi à nos travaux, objets, aspirations, passions, etc. Moi, j'étais partie pour être chef d'entreprise. D'ailleurs, je l'étais hyper tôt à New York. Et j'étais dans un rôle, quoi. J'exécutais, enfin voilà, j'avais surperformé. Et j'ai assisté au 11 septembre sur un toit, très proche de l'impact. Et j'ai eu une émotion qui m'a appelée, en fait. Et qui était qu'est-ce que tu fous là, en fait? Et c'est-à-dire, quel rôle tu es en train de jouer? Qu'est-ce que tu as à comprendre de ce qui se passe? Et vraiment, je suis rentrée dans cette démarche et j'en suis pas sortie. Et tous les livres que j'ai faits derrière, etc., sont que ça. C'est pourquoi on nous envoie des bombes. Qu'est-ce qu'il y a dans notre système qui fait qu'on est en train de lancer un boomerang qui va nous décapiter, quoi? Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Et donc, bien sûr, ça m'est pas venu en 2 temps, 3 mouvements. J'ai commencé par arrêter ce que j'étais en train de faire. J'ai rendu mon tablier de femme d'affaires. J'ai sorti de. Enfin, je pense que j'ai fait une grosse dépression, en fait. Et très vite, je suis allée sur le terrain pour comprendre, parce qu'à l'époque, on nous disait ça vient d'Afghanistan, etc. Donc, j'y suis allée. Je me suis cognée à la réalité, en fait, et j'ai compris mieux. Et depuis, je ne fais que essayer de décrire et de prévenir et alerter et à chaque, finalement, moi, chaque livre ou article, etc., est le brouillon du truc d'après, en fait. J'ai vraiment le sentiment d'être dans une espèce d'apprentissage permanent. Et puis mon stylo grossit. Donc du stylo, on vient au micro, puis micro, on en rajoute l'image, puis l'image va rajouter de la musique, puis de la beauté, puis des techniciens. Mais ce qui compte pour moi, c'est l'histoire. C'est l'histoire et sa puissance de transformation, en fait. Et donc le cinéma, je n'ai pas fait de formation. J'ai jamais été dans un cours, voilà. J'adore en tant que spectatrice, mais pour moi c'était juste c'est vraiment la question du stylo, en fait. C'est la question de quel est le format approprié pour raconter ça. Mais je reviens toujours à ça. Ce qui compte pour moi, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire que l'on raconte et en quoi elle peut transformer le cœur des personnes qui vont me faire le cadeau de la lire ou de la regarder. Et parce qu'en fait, ma motivation, c'est que j'aimerais que tout le monde soit aussi paniqué que moi, en fait. Que tout le monde comprenne ait ce même sentiment que celui que j'ai eu le 11 septembre. Je ne fais que me connecter à ça, en fait. Et le fait de me rapprocher des activistes et des lanceurs d'alerte, ça a été en fait, c'est très égoïste de ma part. C'est-à-dire que je voulais survivre, en fait. Et que dans mon travail de dénonciation ou de décryptage, j'étais toute seule. J'ai été traitée d'anarchiste, de complotiste, de tout ce que vous voulez. Et puis tout le monde s'en foutait, quoi. Ça change un peu maintenant. Parce que devant l'évidence, enfin, voilà. Mais voilà, reste la question, est-ce qu'on va aller assez vite? Est-ce que, bien sûr, en face de nous, il y a effectivement une industrie, des intérêts, un système qui a de toute façon beaucoup plus d'argent que nous, des bien meilleurs avocats, des bien meilleurs trucs. Donc la question, c'est, est-ce que je passe mon temps à taper sur ce truc, sachant qu'à mon avis, il ne fait que récupérer la critique pour être plus fort? Ou est-ce que j'essaye, comme je peux, de mettre en lumière celles et ceux qui essaient de proposer autre chose? Pour ma propre santé mentale et ma joie, et donc un peu celle, mais des gens qui sont autour de moi, je préfère faire ça maintenant, lutter pour. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je m'appelle Loïc Meunier, donc je vous remercie Flore et Luc. Tout à l'heure, vous parliez effectivement du Star System, donc ça peut être choquant effectivement par rapport à cette jet privée. Je comprends, Luc, que vous allez aller prochainement donc, à Lisbonne, ouais, j'ai cherché. C'est à Lisbonne. Mais là, bon, je pense que c'est sur un vol commercial par contre, j'imagine que c'est pas un jet privé. Ouais.
Voilà, donc je me fais votre avocat. Luc a revendu son jet privé. Voilà. Mais il y a quelque chose qui me gêne, par contre, c'est par rapport à l'image renvoyée par les politiques. Je veux dire, par les politiques. C'est-à-dire, comment ces gens-là qui prônent la transition écologique peuvent-ils, pour un certain nombre d'entre eux, se déplacer et aller voter en jet privé, par exemple? C'est-à-dire de cramer du kérosène juste pour mettre un bulletin dans l'urne. Non, mais la vraie question, c'est pourquoi on continue à voter pour eux. En fait, non mais je m'excuse, ouais. Non, mais... ils continuent à avoir ces comportements parce qu'il n'y a pas de sanctions aux urnes. Et il y en a un certain nombre, donc je donne pas de nom. Oui. Mais si tu veux, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent pas innover, faire quelque chose? Ça me paraît quand même antinomique de dire, voilà, il faut faire attention à votre consommation quand tu vas claquer. Ça t'embête pas si j'y vais. C'est pour ça que ça me choque. Non mais parce que mais ça choque pas grand monde à la télé en tout cas. Non mais parce que nous on considère que c'est ok. Donc on continue à regarder ces gens-là, on continue à leur accorder notre confiance, on continue à... Mais le jour où vous leur dites, mais attends, ton comportement, t'es pas aligné, je regarde plus. En fait, le jour où on se détourne en fait de tout ça, bah peut-être ils auront envie de changer. Mais tant que nous, tant qu'ils sont dans le too big to fail. C'est toujours la même histoire qu'avec les banques. Ils sont trop gros pour tomber, donc ils peuvent tout se permettre puisqu'il n'y a pas de sanction de notre part. Donc à partir du moment où vous les sanctionnez et il y a le bulletin de vote. Pour les marques, il y a les achats. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Si vous voulez accélérer ça, c'est la sanction que c'est la seule sanction que vous pouvez avoir. Ça ne viendra pas d'eux. Ils sont trop confortables. Alors je comprends que la sanction soit individuelle et qu'après elle devienne collective par rapport au grand nombre dans le vote. On est fait des multiplicateurs. Mais à la limite, je veux dire, ça choque même personne sur... J'entends personne se révolter vraiment sur des ondes radio ou autres ou à la télé en disant c'est complètement anormal de prendre un jet privé pour mettre un bulletin, faire la photo et repartir. Je ne peux pas parler de la façon dont chacun regarde ça. Je pense juste qu'il y a des liens à tracer et que ce boulot de pédagogie n'est pas fait. Je suis d'accord. Et il n'est certainement pas fait par les médias grand public qui en plus appartiennent en général à des personnes qui prônent l'avion, le jet privé. Donc non mais tout se tient. Tout se tient. Donc on en revient à cette question de système dans lequel nous sommes toutes et tous, moi aussi, et ce que nous pouvons faire pour limiter en fait alors il y a des compromis, les compromissions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vider ce genre de choses de sa substance? Et encore une fois, j'en reviens toujours à cette histoire de lutter. Mon énergie à moi, est-ce qu'elle est mieux utilisée à lutter contre ou à aller lutter pour? Chacun fait son chemin, mais j'insiste vraiment là-dessus. Je pense qu'on n'a plus vraiment le temps d'essayer de faire en sorte qu'il faut... C'est Adélaïde Charlier qui est l'équivalent de Greta Thunberg en Belgique, qui est une jeune fille de 21 ans magnifique, qui a mis des millions de Belges, oui, il y a des millions d'enfants belges dans la rue, et qui me disait, mais t'inquiète pas, ma Flore, enfin t'inquiète pas, les politiques sont des followers. Si vous changez profondément, si vous changez, alors ils vont bouger. Mais tant que nous, on est capable d'encaisser ces salades et de ne pas porter de sanctions, bah, ils n'auront pas de vrai incentive à changer. Moi, je voudrais rajouter un truc là-dessus aussi, mais sur un autre plan qui est le plan technologique. Je ne sais pas si vous avez vu passer un papier récemment. Moi, c'est un truc auquel je me suis pas mal intéressé parce que je bosse sur l'aventure d'une boîte à Monaco qui fait des véhicules électriques. Au début du siècle, la moitié des véhicules étaient électriques. Il y avait des tramways partout. Cette histoire, vous la connaissez tous. Hein. Il y a un moment, la société, elle a fait des choix, mais collectivement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, collectivement, on a décidé que c'était bien pour le système économique dans lequel on allait. Il fallait faire des bagnoles, il fallait faire des pneus, il fallait que tout ça roule, etc. etc. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas payer pour ces choix qui ont été faits il y a 40, il y a 50, il y a 60 ans. Notre devoir, c'est effectivement de les infléchir, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas se déplacer aujourd'hui. Autrement, même on sait très bien que les bagnoles électriques, c'est un truc plutôt dégueulasse. Je vous invite à aller en Bolivie ou partout où il y a du sel et donc du lithium pour vous rendre compte que la batterie, c'est pas le truc le plus glamour du monde. Donc, on est un peu piégé par des choix qui ont été faits. Donc c'est sûr qu'il faut, selon moi, prôner cette stimulation, ce stimuli technologique
pour aller chercher des solutions qui soient des solutions acceptables, tenables. On a bien compris qu'il allait falloir aller vers la sobriété. Il a suffi que Vladimir éternue pour qu'on comprenne très vite que les choses allaient mal. Malheureusement, je suis le premier à le déplorer. Mais voilà, là je pense que notre société, elle était en mutation, tout doucement. Elle était dans une espèce de gestation parce qu'on était encore supportable, c'est-à-dire qu'on était tous dans un niveau de confort qui était admissible. Et là, on voit bien que le niveau de confort, il est en train de se casser la gueule. Il n'y a plus de moutarde dans les rayons du supermarché. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y aura plus de gaz. Moi, ma grand-mère, elle me rappelait, c'était l'occupation. Hein, on allait chercher un bol d'huile avec des tickets de rationnement. Il est en train de se passer un truc. Donc cette société d'abondance qu'on nous a vendue, qu'on a vendue à nos parents, à nos grands-parents, manifestement, elle n'est pas tenable. Ok, on prend acte. Dépêchons-nous à la faire muter avant qu'on soit dans les cordes, parce que là, ça va être plus compliqué. On a encore un tout petit peu de temps pour une dernière question. Allez, c'est parti. Merci, c'est beau, je trouve, ce que vous dites et faites. J'ai une question et demie, enfin c'est une question en fait. Est-ce que c'est une illusion de penser que, parce que je vous entends parler de colère, etc., et c'est ce qu'on ressent beaucoup aussi, est-ce que c'est une illusion de penser que, encore une fois, vous avez aussi parlé de système, que la plupart des gens à qui on parle en face, enfin moi je connais personne qui soit suffisamment cynique, il y a peut-être des gens qui sont hors sol, mais cyniques pour dire non mais c'est comme ça, et puis demain est un autre jour, et donc je pense que c'est une question de système. Alors est-ce que c'est une illusion, ça? C'est une question que la majorité est plutôt bonne, et ma demi-question qui va avec derrière, c'est le lien avec une autre conférence peut-être un peu moins belle à laquelle j'étais tout à l'heure, qui était sur les entreprises qui se disent comment elles changent, etc., et qui disent il faut que la loi vienne nous l'imposer, parce que sinon la concurrence nous empêche de le faire. Et donc quand vous vous interrogez sur les moyens d'action, et en vous écoutant, on doit changer le système, changer les valeurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-delà de tout ce que vous faites, de l'art de montrer, qui est la politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous voyez, vous, soit agir sur le politique, soit dans la politique? Moi, ce que je sens, c'est que de façon très massive, les gens ressentent la dissonance maintenant. Ce que tu disais tout à l'heure, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était encore assez confortable. Je pense que le Covid a fait notre éducation. Il n'y a plus personne qui est tranquille. Par contre, beaucoup de personnes sont prisonniers d'un certain nombre de croyances, de leur confort, de la peur de perdre, du regard des autres. Enfin, on peut, voilà. Et donc, finalement, nous sommes vraiment adressés personnellement, quoi. Enfin, voilà. Et il y a vraiment je pense aussi cette compréhension, et puis, voilà, qu'on est tout seul. Enfin, on est tous liés, mais on est tout seul. C'est-à-dire que cette idée qu'un programme politique, qu'un gouvernement, qu'un ministre, même qu'un artiste ou je ne sais pas quoi va venir et dérouler le plan d'action pour qu'on soit tous sauvés, n'existe pas. Et je pense qu'on a tous compris qu'on s'était bercé d'illusions, qu'il y avait tout à repenser là-dessus. Et que ce qui nous restait à faire, c'était de nous éduquer les uns les autres, d'essayer de nous lier, d'essayer de comprendre. Je pense qu'on n'a plus le temps de dénoncer. Voilà, et c'est difficile pour moi parce que j'ai passé 15 ans de ma vie à faire que dénoncer, et voilà. Mais je crois qu'encore une fois, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte qu'on s'aligne à peu près. Si j'ai passé 3 ans de ma vie sur ce film à aller voir des jeunes qui bougeaient, c'est pas parce que c'était mignon d'aller voir des jeunes qui bougeaient. C'est parce que je suis persuadée qu'ils ont mieux compris que nous. Et qu'ils sont en avance de phase. Et qu'on ferait mieux de les écouter. Je pense que les solutions, en fait, attitudinales, de survie, parce qu'on parle de ça, existent, mais qu'on ne regarde pas au bon endroit. Et je suis sûre qu'elles viennent du Sud. Donc il y a cette espèce de déconstruction à faire en nous-mêmes pour sortir de nos costumes, de nos positions, de nos apparences. Comme tu disais, personne ne va s'extraire de ça. Et on est tous plus ou moins prêts. Je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a une... Enfin, je suis pas... En tout cas, dans peut-être... si vous vouliez parler des entreprises, je pense que voilà, il y a une vraie prise de conscience, etc. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu la chance de partager le film avec les cadres de l'APEC. Ils étaient 1000. Ces personnes-là reçoivent tous les jours dans leur bureau des gens qui sont vrillés par le système économique. Pendant 20 ans, 30 ans, ils ont parlé d'employabilité. Ils sont tout nus là. Ils ne savent plus quoi dire. Ça veut aussi dire qu'il y a une opportunité. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut y aller, en fait.
et c'est notamment pour ça que j'arrête pas, même si c'est désuet, même si c'est des fléchettes. Il y a une profonde, il y a un très très grand désarroi. La bête est à terre. Les grandes entreprises n'arrivent plus à recruter. Les jeunes se rebellent totalement. Il y a des entreprises qui vont tomber parce qu'elles n'auront plus de substance. Passer une tête à la défense en ce moment, c'est juste, ça se voit à l'œil nu. Il y a des grandes tours, toutes vides. Les gens veulent pas retourner. Ils veulent pas retourner. Je ne retourne pas dans une tour, moi. Tu vois, et c'est quand même assez drôle. Donc ça, c'est en train de se faire. On n'en parle pas trop. Il y a beaucoup de malaise. Et du coup, je me dis, il faut faire du judo. C'est le moment, quoi. Mais avec cette position qui n'est pas une position, j'espère, enfin, vous ne le sentez pas chez moi, d'arrogance. Je n'ai pas de solution. Je dis juste qu'il est temps de se poser la question de savoir ce que ça veut dire d'être vivant dans cette période. Luc fait des films, veut défendre la nature. Moi, je fais autre chose. Chacun peut faire quelque chose. Mais bien sûr, et c'est peut-être juste extraordinaire à vivre. Enfin, je sais pas vous, mais moi, dans ma position d'avant, j'étais triste comme la pluie. Alors, de toute façon, c'est sûr, on va tous mourir, c'est sûr. Bon, la question, c'est celle de qu'est-ce qu'on transmet qui fait que derrière nous, nos enfants chopent plus vite que nous ça, ne se font pas avoir avec des trucs qui vont en fait les emprisonner dans quelque chose qui va les éloigner et les couper d'eux-mêmes. Pour moi, c'est ça. Mais encore une fois, c'est loin de la politique de Jeff Bezos. Qui éblouit beaucoup de gens, parce que c'est facile. Oui. En fait, ce qu'il demande, c'est hyper facile. Ça n'engage que lui. C'est exactement le sujet. Luc ? Moi, je suis super embarrassé pour vous répondre. Je me mettais dans l'appel d'air, là, j'ai essayé de réfléchir. Parce que là, on est là, on est bien habillé, on est nourri, etc. Il y a la corde de tous ceux qui crèvent la faim. Et crèvent la faim, c'est la métaphore. Ça, c'est à la fois au sens strict et la métaphore. Quand vous voyagez, ces gens-là, vous les croisez tous les jours. Moi, je pense qu'ils n'ont pas de cerveau. Non pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ce qui les anime, c'est sans compromis, quoi. Et ces gens-là, effectivement, plus ça va, moins ça va. Et je pense que plus la colère est forte, et on la voit, et ça rejoint ce que tu disais avec le 11 septembre. Je pense qu'on a, nous, une jeunesse éduquée qui a une trouille panique de ce qui l'attend. Ma gamine m'a dit un jour, je préparais une interview, elle me dit, tu vas raconter quoi? Je lui dis un peu comme d'habitude. Et elle me dit, mais tu sais, je pense que vous serez la dernière génération à mourir de vieillesse. Et en tant que père, vous prenez ça dans la gueule. Alors, je pense me bouger, autant que faire se peut, quoi. Mais, donc j'ai une fille qui a 22 ans, une qui a 18, 19. Les enfants sont venus à la maison, donc moi je fais pousser des arbres, je fais pousser des plantes, c'est un peu l'Arche de Noé, quoi. Les gamins, c'est la première fois que je rencontrais des jeunes qui ont 19 ans, qui sont en école de journalisme, qui sont éco-anxieux. Et c'est terrifiant. Mais pour moi, c'est terrifiant. À 19 ans, il faut faire la fête, il faut s'envoyer en l'air, il faut voir le monde. Non, ces gamins sont terrorisés. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ça, je ne sais pas répondre. Et ça m'embarrasse beaucoup de ne pas avoir de réponse à ça. J'ai essayé de les inspirer, j'ai essayé de leur donner envie, j'ai essayé de leur faire comprendre des trucs, j'ai essayé de monter des systèmes. Et je ne vois pas le début d'une étincelle de la compréhension de ça dans le monde politique. Mais ces gamins sont en colère, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils vont péter des trucs. Ouais. Et péter des trucs, c'est pas bien. Parce qu'on a la chance d'avoir une société qui est remarquablement civilisée, qui est remarquablement brillante. Mais eux vont péter des trucs, parce qu'ils en ont marre. Et ils ont raison d'en avoir marre. Et du coup, je ne sais pas répondre. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Tu voulais péter des trucs. Non, mais je pense qu'ils se pètent eux-mêmes, en fait. Ouais. Enfin, on en a parlé au début de la conversation, du truc, mais moi, je redoute le moment où les enfants vont commencer à s'immoler, quoi. Et je pense que ça va venir. Ils picolent comme des timbrés. C'est effarant de voir. La consomme. Il y a un côté un peu suicidaire là-dedans, quoi. Dans cette manière de se débrancher, de picoler, de fumer, et on leur dit quoi?
Pour moi, c'est plus faire la fête. C'est déjà le grand d'après. C'est déjà on switch, on passe à autre chose pendant une soirée. Mais bon, moi je vous dis ça de mon petit... Vous pouvez pas s'attendre à finir sur une note joyeuse, une conversation sur le changement climatique. De toute façon, c'était perdu d'avance. Je suis désolé, mais en fait, c'est pour ça que j'interviens plus en général. Oui. Moi, je pense que c'est important, par rapport au contexte de la Cité de la Réussite, etc. Parce que pour moi, la transmission, c'est fondamental. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça sert à quoi de parler, quoi. Si c'est pour finir plombé, comme on est plombé là, merde. Je vous remercie tous les deux, Flore Vasseur et Luc Jacquet, pour vos réponses. Merci beaucoup à Léna, Nathanaël et Aymeric. Et merci à la Cité de la Réussite. Et à très bientôt.